Bonjour à tous, bienvenue à Médias en scène, le festival sur les médias de demain, où j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes le directeur général de BFM TV. Ça fait 1 an et demi maintenant que vous êtes à la tête de cette chaîne d'information qui est leader en France. Alors on a eu une année assez rocambolesque en termes d'actualité, Très pas étonnant, toujours très heureuse. Et donc il y a eu la pandémie qui a fait... qui a eu beaucoup de répercussions sur l'ensemble du secteur des médias. Comment vous avez vécu cette crise à BFM ? C'était très intense, comme vous pouvez le penser, avec un esprit de responsabilité et l'idée de peut-être positionner la chaîne comme une chaîne finalement de service par rapport aux téléspectateurs et de ne pas alimenter le climat anxiogène, mais d'être très factuel, très sur l'information recoupée dans ce moment un peu de fake news, de complotisme, de questions qui se posent de temps en temps à tort et à travers. On s'est positionné finalement sur l'ADN même du journalisme en étant le plus factuel et en se positionnant comme une chaîne d'informations recoupées. Et ça a modifié le lien finalement avec le téléspectateur, ou en tout cas ça l'a densifié. Et finalement, il y a un lien de confiance qui s'est établi assez fort, qu'on voit dans les études qualitatives qu'on peut faire aujourd'hui. Comment vous pouvez le prouver, ça ? Par les études qualitatives, c'est un secret pour personne, évidemment. Les audiences, mais les audiences, ce n'est pas signe forcément de qualité. C'est un signe de puissance, mais ce n'est pas forcément... Le reflet d'une qualité journalistique. En tout cas, ça peut pas être le seul critère. L'audience, on peut venir vous voir pour de mauvaises raisons. En l'occurrence, on travaille évidemment avec un service marketing qui nous permet tout au long de l'année de poser des questions précises sur le lien avec le téléspectateur, en quoi ce lien se modifie. Et en l'occurrence, cette relation de confiance s'est intensifiée. D'accord. C'était important pour BFM. L'image de BFM au moment où vous prenez les rênes de la chaîne était parfois été controversée. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, la chaîne a été mise en cause pour son traitement. Aujourd'hui, c'est derrière vous ? Votre mission, c'est un petit peu aussi de redresser l'image ? Non, très sincèrement, enfin, en tout cas, sur la crise Covid, puisque c'est l'objet, mais après je vous réponds plus globalement, il ne s'agissait pas de redresser l'image, mais on avait c'était un moment crucial d'actualité, de société, c'était un moment très fort, et le registre dans lequel on allait être, et être à la hauteur de notre responsabilité de leader, c'était ça qui nous a occupés, notamment dans le choix de nos experts, dans le travail avec l'assistance publique Hôpitaux de France pour valider un certain nombre de médecins qui avaient les connaissances suffisantes pour venir délivrer de l'information. Nous, on ne s'est pas dit il faut rectifier une image éventuellement, on peut en reparler après. On s'est dit comment être à la hauteur de cette crise sanitaire et comment être à la hauteur finalement d'une chaîne extrêmement puissante où certains jours 20 millions de téléspectateurs venaient s'informer sur BFM TV pour savoir précisément où on en était de la pandémie. Ça, c'est la façon dont on a imaginé et on a travaillé cette séquence. Après, moi, je ne suis pas venu, mais comme j'ai eu déjà l'occasion de vous le dire, pour redresser une image. C'est vrai que BFM TV incarnait, de par sa puissance, finalement, toute la problématique journalistique autour des Gilets jaunes, etc. Mais finalement, le chapeau était un peu large pour ce qu'était BFM TV, et nous, on a continué à travailler, et petit à petit, en travaillant, finalement, l'image s'est améliorée, mais je ne suis pas venu pour améliorer l'image de BFM TV, c'est pas pour ça qu'on est venu me chercher. Alors vous dites que vous avez resserré le lien avec le téléspectateur, on a essayé de ne pas être anxiogène dans cette période-là. Ça passe par quel type de choix éditorial ? On fait de l'info factuelle, mais des débats donc sous contrôle avec des experts présélectionnés. Absolument, avec en permanence, qu'on s'est dit, c'est les 20 heures où on émet sur 24, à chaque instant, le téléspectateur, quand il vient, il a une information vérifiée sur la pandémie, et il ne tombe pas sur des débats interminables qui sont des sources anxiogènes, en fait. Donc, on s'est d'abord staffé au niveau de la rédaction. Tous les services, finalement, n'ont fait plus qu'un, et on a densifié un service santé incarné par Margot de Frouville, qui est la chef de service, mais qui petit à petit, beaucoup d'autres journalistes, d'autres services sont venus densifier ce service-là, et on a mis finalement l'ensemble de la rédaction au service de la pandémie, et chacun s'est formé. Et aujourd'hui, Margot dirige un service qui est compétent, qui est solide et qui est aujourd'hui nombreux. Vous avez aussi fait le choix de diffuser des conférences de presse en direct, in extenso, et notamment celle du directeur général de la Santé tous les soirs. Au fond, à la longue, c'était pas justement un peu trop De quel point de vue ? Du point de vue anxiogène ou du point de vue... C'était un moment... Tous ces chiffres sur le nombre de morts du Covid quotidiennement...
inlassablement décompter tous les jours à la même heure. Je pense que les chaînes info, elles ont cette vocation-là. Il y a ce moment-là sacralisé dans le moment du pays et de les accompagner. Je pense que c'est la vocation des chaînes info, la nôtre comme LCI, comme CNews, comme France TV Info. Mais je pense qu'à ce moment-là de la pandémie, les 45 minutes quotidiennes de Jérôme Salomon, elles faisaient un état précis de l'état de la pandémie et il délivrait de l'information. Alors le problème, notre rôle derrière, c'est de ne pas simplement s'en satisfaire, c'est de l'accompagner. Donc on accompagnait ça avant et après de plateaux d'experts qui venaient justement mettre en perspective, pourquoi pas de challenger ce qui venait d'être dit quand c'était pas tout à fait exact, mais on se contente pas de diffuser une conférence de presse, on l'accompagne et en l'accompagnant, on se pose les questions. Avant et après. Avant et après, oui. Absolument. Ça ne vient pas interrompre un programme, comme ça pour le coup j'ai pu le voir ailleurs, c'est accompagné avant et après. Alors il y a eu d'autres choix qui ont été faits avec le recul. Si vous deviez donner encore la parole à Didier Raoult, on l'a pas mal vu sur BFM, il y a eu même des finalement, des c'est bons la chaîne formats. info. On est content de lui avoir donné la parole, mais de façon challengée. On se souvient notamment d'une interview avec Jean-Jacques Bourdin où il a failli quitter le plateau. Mais finalement, c'est des interviews qui ont marqué parce qu'on était les premiers à les faire. Il se trouve qu'il avait choisi BFM à ce moment-là. Mais c'est la chaîne info où il est venu le moins finalement, et plus du tout depuis la rentrée. Pourquoi plus du tout depuis la rentrée ? Pourtant, on l'avait ressollicité. C'est pas comme c'était pas. Mais on lui avait proposé des formats où il était beaucoup plus challengé. Au début, c'était une figure de la pandémie. On l'a challengé par des journalistes. Après, on lui a proposé des formats où il n'avait pas une libre antenne on lui a proposé de mettre des experts, etc. Il a fait le choix de ne pas venir. Mais donc aujourd'hui, Didier Raoult, il est venu 3 fois sur BFM TV, 3 fois marquantes, une fois avec Apolline de Malherbe, une fois avec Jean-Jacques Bourdin, une fois avec Routel Krief. Là où d'autres experts, Karine Lacombe par exemple, puisqu'ils ont un antagonisme fort, est venu et a raison une trentaine de fois. Donc c'est des fois voyantes. Mais on ne peut pas dire il s'est répandu sur BFM TV et plus du tout depuis la rentrée. Donc si votre question c'est est-ce que je regrette de lui avoir donné la parole ? Non, puisqu'à chaque fois il a été challengé, et suffisamment d'ailleurs pour menacer de quitter le plateau. Aujourd'hui, en revanche, on ne lui proposerait plus, comme on l'a fait précédemment, 1 heure d'interview sur la longueur, puisque aujourd'hui, un certain nombre de faits sont venus lui donner tort. Et en tout cas, l'hydrochloroquine a donc été considérée comme dangereuse de façon factuelle, a été retirée du marché de façon factuelle. Donc aujourd'hui, là où il en était au mois de juin, on n'en est plus du tout au mois de novembre, et donc on ne lui proposerait plus le même cadre pour venir s'exprimer. Mais personne n'est interdit d'antenne à BFM TV. En revanche, on a écarté depuis la rentrée tous ces médecins rassuristes qui s'appuyaient sur rien, qui n'avaient absolument pas de compétences et qui venaient juste expliquer que tout ça n'était qu'une grippette. Ces gens-là n'ont pas leur place sur BFM TV. Sauf pour venir se justifier s'ils sont dans le cadre d'une procédure disciplinaire, par exemple, du Conseil de l'Ordre, s'ils font l'actualité, j'allais dire malgré eux, et qu'ils viennent s'en justifier de façon challengée. Mais pas comme des experts, ils ne sont pas les experts de BFM TV. Absolument. Alors, l'impact de la crise, elle est aussi financière pour les groupes de médias. Bien sûr. Il y a eu un double impact, en fait, à la fois très positif sur les audiences de la plupart des chaînes de télévision. Vous nous donnerez peut-être quelques chiffres. J'en ai plein, mais je vais vous en donner un ou deux. Sur BFM. Et puis, par contre, sur la publicité, c'était plus compliqué, puisque les annonceurs publicitaires ont déserté. Comment ça s'est passé pour BFM ? D'abord, il y a eu 2 moments, mais c'était très paradoxal, parce qu'on n'a jamais presque autant travaillé et mis de moyens au moment du premier confinement. Donc, BFM TV, étant une chaîne, justement, pas de débat, mais où on se déploie, où on part en reportage, où on est en direct, on a mis beaucoup de moyens sur la table. C'est pas comme si on avait réduit notre activité. Au contraire, on a multiplié notre activité. Et paradoxalement... C'est-à-dire que vous avez augmenté les budgets considérablement. Et c'est la chance. Vous avez un chiffre à nous donner ou... Non, mais on peut dire qu'on a dépensé sans compter. D'accord. Voilà. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et paradoxalement, il n'y avait quasiment plus de rentrées publicitaires, puisqu'elles ont chuté à ce moment-là. Enfin, plus de rentrées, j'exagère, mais pendant ces 3 mois de confinement, le groupe a perdu 50% de ses rentrées publicitaires. Donc, d'un côté, on dépensait ce qui devait être dépensé pour couvrir cette crise majeure, et de l'autre, il n'y avait pas de rentrée publicitaire. Les audiences ont bondi, et notamment l'audience s'est extrêmement rajeunie, c'est là où je peux vous donner des chiffres, mais grosso modo, des téléspectateurs qui n'avaient jamais regardé des chaînes info sur les 3 dernières années, 65% sont venus de ces téléspectateurs-là sur BFM TV, ce qui représente 4 700 000 téléspectateurs qui ont découvert BFM TV à l'occasion de cette crise. Et mieux que ça,
chez les jeunes téléspectateurs de 15 à 49 ans, finalement, c'est un peu plus de ça. C'est 79% de ces nouveaux téléspectateurs qui sont venus chez BFM TV, et ça représente 3 200 000 téléspectateurs qui sont venus découvrir la chaîne et qui, pour certains, sont restés. En tout cas, ça a été tout l'objet. C'est une bonne nouvelle parce qu'il faut rappeler quand même aux gens qui nous regardent que les chaînes d'information, en général, elles ont un public plutôt âgé, en fait. La moyenne d'âge chez BFM, c'est... nous, la moyenne d'âge de BFM, elle est en dessous, finalement, que la moyenne d'âge... des autres chaînes d'info. Non, info, oui, considérablement même, mais la moyenne d'âge du public de la télévision. Le public de la télévision, il a 55 ans aujourd'hui. La moyenne d'âge de BFM, 54,7. Celui de CNews, 60,7. Celui de LCI, 64,5. La moyenne d'âge du public de BFM aujourd'hui, il est en dessous de la moyenne d'âge du public qui regarde la télé tout court. Donc, il est plus jeune. D'accord. Et notamment, c'était déjà une tendance, il était à peu près à la moyenne d'âge, on était un peu au-dessus, maintenant on est un peu en dessous, mais notamment, j'allais dire, grâce, c'est pas le bon terme, mais après cette crise sanitaire, un public plus jeune qui est venu s'informer sur BFM TV est resté. Et là, comment vous allez terminer l'année financièrement? En termes économiques, alors sur le deuxième confinement, en fait, de la même façon, des annonceurs ont d'abord déserté, ont annulé leur budget, et puis grâce aux équipes de la régie, aujourd'hui dirigée par Raphaël Porte, finalement, il a récupéré des budgets, et sur le deuxième confinement, finalement, on sera à l'objectif de l'année dernière, en fait. Donc, on va certainement finir l'année, forcément, vu les 50% de pertes sur le premier confinement, 40% pour BFM à peu près, on va certainement finir, je dirais, ça va dépendre du mois de décembre, et notamment, est-ce que les commerces vont rouvrir, etc. Mais je dirais à moins 20% globalement, quelque chose comme ça. Alors, il y a aussi un plan d'économie à BFM. Un plan de départ volontaire tout le groupe en fait, Altice. Vous me dites, on a dépensé quoi qu'il en coûte. La gestion de l'actionnaire Patrick Drahi est plutôt connue pour être assez serrée. Et moi, ma façon de travailler au quotidien, de temps en temps d'ailleurs assez loin de l'éditorial, hélas, même si je m'y implique beaucoup, mais c'est justement d'avoir le nez dans les comptes. Mon boulot, c'est d'avoir le nez dans les comptes et de dépenser un moment quoi qu'il en coûte, et un moment, au contraire, de récupérer, de trouver les économies nécessaires et retomber sur mes pattes et de rendre un budget à l'actionnaire qui est dans les proportions et dans les ratios qu'il me demande. Et là, ça concerne combien de personnes, le plan à BFM TV, départ, 8 personnes. 8 personnes, sur un effectif total de 250 personnes. Ouais. Donc ça a été aussi l'objet de mes discussions avec Hervé Bérou, qui est le directeur de l'information du groupe, et on a discuté ensemble avec l'actionnaire, et notamment donc Arthur Dreyfus, qui est le directeur général d'Altis, justement de limiter le plan de départ volontaire dans les rédactions, à le minimiser et finalement à faire partir. Évidemment, ça a un impact. 8 personnes, ce n'est pas personne, mais on peut travailler aujourd'hui convenablement avec beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on est une chaîne rentable. On est la seule chaîne d'info rentable. On va le rester cette année, malgré la baisse du chiffre d'affaires qu'on a évoqué. Et c'est en responsabilité, dans un marché publicitaire qui, avant, de toute façon, la crise Covid se rétractait, avec la crise Covid qui vient impacter le chiffre d'affaires, en responsabilité, on revoit la voilure, mais tout notre travail avec Hervé a été justement de réorganiser les choses en laissant les moyens identiques pour pouvoir se déployer, mais en trouvant des astuces. Je vous passe des rediffusions à un moment donné la nuit, plutôt qu'un journal particulier, enfin des choses qui sont cosmétiques et qui permettent de travailler dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, quand il y a un attentat à Lyon, 10 minutes après, en direct, vous avez les informations sur BFM en live de là où ça se passe, et justement tout notre travail a été de ne pas toucher au modèle pour lequel je suis pour rien, le modèle, j'essaie juste de le préserver, le modèle dont j'ai hérité. Alors tout à l'heure, vous me disiez, l'image de BFM, elle a changé. C'est aussi en partie dû à la crise et au traitement que vous en avez fait. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en fait, aujourd'hui, chaque chaîne d'information est en train de prendre des voies très différentes? Oui, bien sûr. CNews, avec des clashs réguliers à l'antenne, ça semble avoir trouvé son style. BFM, dans son traitement qui se veut plus neutre, mais quand même toujours avec une volonté d'accrocher le téléspectateur. On sent quand même derrière, dans le ton ou dans différents formats que vous avez pu développer récemment, comme ce long format, cette série autour de l'affaire Daval, en 4 épisodes. 4 épisodes comme Netflix qui était bâti un peu sur une logique extrêmement haletante, en fait, pour le téléspectateur. Le propre d'un doc, un bon doc aujourd'hui, c'est un doc haletant pour le téléspectateur. Je pense que c'est un doc
qui est solide. Tous les protagonistes de l'affaire Daval étaient là, très enquêtés, avec même des révélations et avec un récit aujourd'hui de 2020, aujourd'hui face aux plateformes. Netflix d'un côté, face à tout ce qui se peut faire ailleurs, ce qui se fait sur BFM est du même niveau, ou en tout cas on essaye. En tout cas, il n'y a évidemment pas de volonté voyeuriste, mais moi, en tout cas, depuis que je suis là, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'accompagner tout ce que BFM faisait, d'essayer de monter d'une marche. Donc, sur le doc en question, BFM faisait des 26 minutes, puis des 52 minutes que j'ai accompagnées, initiées par Hervé, puis aujourd'hui, cette série qui est une nouvelle façon de continuer à progresser sur ce qui fait notre différence. On a lancé une émission qui s'appelle Face à BFM, une émission politique, très structurée, très solide, très produite, ce qui n'était pas forcément ce que savait faire BFM avant. Et aujourd'hui, on a une marque, une émission régulière, à laquelle ça a participé Olivier Véran, puis Gérald Darmanin, puis Jean-Luc Mélenchon, qui fait que quand Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature, l'émission politique qu'il choisit, mais qui est extrêmement produite, c'est Face à BFM. Moi, j'ai essayé finalement de continuer à accompagner la progression, comme BFM a toujours fait depuis 15 ans, mais avec peut-être ma culture un peu plus généraliste, un peu plus télévisuelle aussi. Et j'ai poussé l'ensemble sans aucune révolution, mais je crois que c'est plus tout à fait la même chaîne qu'il y a 1 an et demi, et en même temps, elle n'est pas très différente, mais elle est peut-être plus solide et elle est plus robuste. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire C'est quoi l'enjeu désormais pour BFM? Très sincèrement, je réfléchis pas. Il y a des tranches horaires sur lesquelles vous travaillez particulièrement? Oui, on travaille pour le coup, si on réfléchit comme ça, mais bien sûr, on a reformaté le 19-20. Aujourd'hui, on a un 19-20 très solide qui fait à peu près le double de l'audience de ce qui se faisait l'année dernière. En revanche, on a encore une faiblesse sur le 20-21 et on travaille notre 20-21 où je pense qu'il faut trouver un format un peu plus construit que ce qu'on fait là, même si on avance. Donc il reste des tranches à évidemment perfectionner. Mais en fait, moi, mon grand souci au quotidien, je me dis jamais qu'est-ce qu'il me reste à faire, même si on fait plein de choses tout le temps. C'est quelle erreur je ne dois pas commettre à chaque instant. C'est une machine qui va tellement vite que ma problématique quotidienne, et heureusement qu'il y a une équipe pour ça, une directrice de rédaction, un adjoint, des rédacteurs en chef qui sont... c'est une usine et chacun est à sa bonne place. Mais moi, ma préoccupation, mais réellement permanente, c'est l'erreur qui nous ferait finalement basculer et qui ferait que ça démolirait tout ce qu'on est en train de construire. Comment on l'évite? En étant vigilant tout le temps. Et après, il y a forcément des erreurs qu'on commet. Dans la crise Covid, on a essayé d'être le plus solide possible, le moins anxiogène, enfin tout ce que je vous ai raconté. Je suis sûr qu'on peut trouver des erreurs qui nous seront reprochées à juste titre. Mais en tout cas, avec cet esprit de responsabilité permanente et cette vigilance permanente et jamais finalement se dire que tout va bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci Fabienne. Merci beaucoup. Merci.